Alors, la dernière fois, nous avons vu l'importance de ce choix par Platon de cette forme d'expression de sa pensée philosophique qui est contenue dans les dialogues. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions nous arrêter, évidemment brièvement, il est impossible dans ce cours de présentation assez rapide de l'histoire de la philosophie de présenter cette immense œuvre qu'est celle de Platon, mais peut-être un espèce de parcours en regardant dans les dialogues de Platon quelques-uns des sommets. Et je crois que ce qui fait l'unité de cette philosophie, c'est que c'est une philosophie de l'âme. Platon, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est une philosophie de l'homme, parce que pour lui, l'homme, c'est l'âme. Et donc voir comment, on pourrait dire, peut-être ce fil conducteur, d'une certaine façon, ou cet axe profond de sa pensée est peut-être une manière de lire son œuvre qui nous permet d'y entrer avec une certaine intelligibilité. Ce qui est frappant dès le début, c'est que Platon, héritier de Socrate, s'intéresse d'abord à une éthique de l'âme. J'ai cité, et je le rappelle, ces affirmations de Socrate que Platon rapporte dans l'Apologie de Socrate. Il faut cultiver son âme et pratiquer l'excellence. Autrement dit, l'exigence de cette découverte d'une intériorité dans l'action, sans se laisser emporter, j'allais dire, par la séduction des biens extérieurs, qu'il s'agisse des biens matériels comme les propriétés, l'argent, etc., que de biens peut-être plus relevés, mais demeurant somme toute extérieurs, que sont des biens comme l'honneur ou le pouvoir politique. Et Platon a beaucoup insisté là-dessus, et on voit combien c'est présent, ce sera présent même jusque dans la République, l'importance de cette éducation, de cette paideia, héritée de Socrate, qui invite l'homme à découvrir son intériorité, à pratiquer cette excellence qui sera celle des vertus morales, et à découvrir ainsi le véritable visage qui est le sien. C'est bien une éthique d'abord, héritée de Socrate, du soin de l'âme et de l'excellence humaine. Et il y a bien cette distinction constante chez Platon, je pense qu'on la retrouve tout au long de son œuvre, entre le visible et l'invisible, entre le sensible et le, entre guillemets, spirituel. Si on peut parler d'une philosophie du spirituel, c'est bien celle de Platon dont il s'agit, qui sera ensuite évidemment reprise et développée par notamment le néoplatonisme. Ce que je dis ici est précis, même si les choses s'explicitent peu à peu, et qu'on dira, mais tout philosophe s'intéresse au spirituel, oui, mais peut-être de façon différente, et s'intéresser au spirituel pour lui-même, c'est platonicien. Parce que ça présuppose pour Platon de mettre de côté, comme suspect, comme mensonger, comme extériorisant, comme dispersant, tout ce qui est la dimension corporelle, physique, sensible du devenir de l'être humain. C'est pourquoi je dis que Platon ne s'intéresse pas à l'homme dans son réalisme humain qui comporte cette complexité. Platon simplifie les choses en disant ce qui m'intéresse c'est l'âme. Ce qui m'intéresse c'est quand même que les choses aient un tout petit peu de noblesse et qu'on ne soit pas esclave des choses extérieures. Et donc, je crois que c'est peut-être le premier thème qui apparaît dans la pensée platonicienne, qui va se retrouver sous des points de vue différents tout au long du développement de son œuvre, mais qui caractérise vraiment le début. Et notamment dans ce dialogue que certains considèrent comme peut-être non authentique, mais que pour ma part je trouve tout à fait éclairant, le premier Alcibiade où Socrate, mis en scène par Platon, discute avec le fameux personnage historique Alcibiade, dont on sait qu'il a eu ce rôle très important sur le plan politique à Athènes. Et le dialogue le présente ici dans sa jeunesse, et c'est dans ce dialogue que Platon a cette affirmation tout à fait significative, l'homme, c'est l'âme. Et le corps apparaît, Platon prend un exemple très célèbre, comme un instrument extérieur à l'âme. Certes, le corps est un instrument, c'est une chose qu'on retrouvera tout au long de la pensée grecque à partir de Platon. Instrument en grec se dit organon, qui donne le mot français organe, donc le corps est organique, il est instrumental des activités de l'âme, mais Platon souligne bien que c'est un instrument extérieur qui ne fait pas partie de ce que c'est que l'âme en elle-même, j'allais dire.
Platon prend cet exemple du cordonnier qui utilise des instruments, par exemple un poinçon pour percer le cuir, et Platon dit, mais de même que le cordonnier utilise un poinçon pour exercer son métier, de même l'âme utilise le corps pour son activité. Donc l'analogie ici est faite d'une façon tout à fait univoque, c'est-à-dire le corps est instrument comme l'artiste use d'un instrument qui lui est extérieur. Alors que plus tard, déjà peut-être chez Platon, dans le Timée en particulier, on verra que Platon, si je puis dire, va mettre de l'eau dans son vin et essaiera de comprendre d'une façon assez différente dans le Timée que le corps n'est pas si extérieur que cela et qu'il fait partie de ce que c'est que l'être humain. Mais ça fait partie des réflexions de vieillesse de Platon, qui peut être un peu rassuré parce que son corps s'assagit, cherche à le réintégrer. Bon. Mais bien sûr, c'est ensuite chez Aristote qu'on retrouvera cette façon de voir le corps comme instrument de l'âme, mais d'une façon tout à fait différente. Il est instrument, non pas extérieur, mais comme faisant substantiellement partie de l'être humain, et l'âme, dira Aristote, n'est pas sans le corps. À tel point qu'elle est quelque chose du corps, tout en se distinguant du corps. Ce sera la grande finesse de la pensée d'Aristote que d'essayer de préciser cela. Mais voyons bien, donc quand je dis philosophie de l'âme, chez Platon, c'est d'abord cette vision qu'on retrouve au fond tout au long de sa pensée, ce dualisme de l'âme et du corps, de deux réalités séparées, unies par accident et, j'allais dire, contre la nature de l'âme. Ce qui veut dire que Platon considère très vite que le corps est une peine. En reprenant cette vision des pythagoriciens que nous avons évoqués précédemment dans ce cours, que le corps, avec ce jeu de mots qu'on retrouve chez Platon dans le Cratyle, mais qui est déjà chez les pythagoriciens, le corps, soma, c'est le tombeau, séma de l'âme. Et du coup, cela se développe dans une éthique. Je ne fais que mentionner un aspect de ces premiers dialogues de la pensée platonicienne, dans sûrement un des dialogues les plus aboutis de cette période, le Protagoras, où, je le rappelle, la recherche est celle de la vertu peut-elle s'acquérir. Il s'agit donc de l'éducation. Et Platon a cette affirmation, les vertus cardinales, que sont la modération ou la tempérance, le courage, la justice et la prudence, ou l'intelligence pratique. Chez Platon, les choses ne sont pas encore totalement distinguées. Ces vertus cardinales sont, dit Platon, le visage de l'âme. Et donc toute la philosophie consiste à acquérir son véritable visage. Ce mot visage, c'est très important de le noter au passage. On sait combien plus tard, dans la pensée stoïcienne en particulier, ce mot visage, prosopone, un mot hérité du théâtre, c'est d'abord ce qui est placé devant les yeux, donc le masque, puis c'est le visage, c'est-à-dire la façon dont on se présente à l'extérieur. Certains philosophes contemporains ont repris cette recherche de que signifie le visage humain. Bon. Et quand Platon prend cette image que les vertus sont le visage de l'âme, il veut dire par là que les vertus morales s'inscrivent dans l'âme et façonnent, ou expriment d'ailleurs, la véritable personnalité morale de quelqu'un. Mais on voit bien que Platon ne s'intéresse pas ici au corps. Il souligne d'ailleurs dans le Protagoras, en faisant parler le sophiste Protagoras dans ce fameux mythe du Protagoras, qui reprit d'Hésiode, mais en étant réinterprété, l'homme naît comme le plus dépourvu de tous les animaux, comme le plus démuni, il naît nu, sans aucune capacité de se défendre, etc. Donc il y a bien une vision ici de la situation humaine très négative, et l'homme cherche à acquérir quelque chose pour peu à peu obtenir ce qu'il cherche à vivre. Et donc on voit bien ici, c'est pour ça que je souligne que le problème soulevé, c'est celui de l'acquisition. Peut-on acquérir l'excellence? Peut-on acquérir la vertu? C'est le grand problème de l'éducation. L'animal n'est pas éducable au sens précis, on le dresse, mais il a une nature tout à fait univoque. L'homme est éducable, mais ce qui compte, c'est le visage de son âme, ce sont ses vertus. Voilà donc peut-être le premier moment, on peut dire, de cet itinéraire dans la pensée platonicienne. Essayer de voir que dès le début, il y a chez Platon cette opposition, ce dualisme
qui va quand même marquer toute sa pensée, et puis non seulement la sienne, mais tout l'héritage platonicien, une vision, j'allais dire, indéracinable d'un dualisme absolu entre l'âme et le corps, qu'on retrouvera jusque chez certains philosophes modernes, et donc, par le fait même, quelque chose que Platon développera plus tard dans sa pensée, un refus du réalisme de la matière. La matière est vue comme la cause du mal. Platon le dit textuellement, notamment dans le Timée, bien que ce dialogue de vieillesse réintègre certains éléments, la matière demeure, dit Platon, la cause errante, source du mal, de l'indéterminé, de l'imprécision, du simulacre, de l'illusion, etc. Et donc une vision très dualiste de deux mondes. Le monde sensible et matériel, qui est un monde mensonger, qui est un monde marqué par le devenir, par l'échec, par l'incomplétude, et puis le monde idéal, le monde des idées, dont l'âme fait partie. L'âme vient du monde des idées, et elle est faite pour retrouver le monde des idées. Donc on voit bien ce qu'on appelle ici l'idéalisme. On veut dire simplement que l'âme vit d'un monde formel. J'allais dire, qui ne bouge pas. Hein. On ne cherche pas à savoir si Socrate, cet homme précis, va acquérir la prudence de telle manière. Ce qui compte, c'est de savoir ce que c'est que la prudence, d'en faire, j'allais dire, une théorie. Hein. Le mot théorie ici est pris dans le sens tout à fait grec, c'est-à-dire d'en avoir une conception intellectuelle. Hein. Et ça suffit pour Platon. Et donc il va falloir quitter ce monde désespérant, mensonger, illusoire, imparfait, etc., pour se réfugier dans un monde idéal où les choses formellement, j'allais dire, restent dans le ciel des idées. Et là tout va très bien, même si on digère très mal. Donc on voit bien ici cette vision platonicienne. Elle se retrouve dans un dialogue, je dirais, je vais mentionner ici deux dialogues qui sont un peu à la charnière, de mon point de vue, entre la période dite socratique de l'œuvre platonicienne et son œuvre de maturité. Ces deux dialogues sont à la fois au terme de cet itinéraire d'hommage à Socrate et j'allais dire, de premier galop dans la pensée platonicienne, et en même temps ouvrent les dialogues de la maturité. Et j'en veux pour preuve que ces deux dialogues sont marqués l'un et l'autre par des mythes tout à fait importants. J'ai dit la dernière fois, et je le rappelle, que le mythe chez Platon, qui est d'abord rejeté à la suite de Socrate, est réintégré en philosophie comme au contraire le moyen d'exprimer quelque chose que la dimension d'exposition rationnelle ne permet pas de dire. Et donc il est toujours très important d'être attentif aux mythes dans les dialogues de Platon. D'ailleurs, je me souviens d'un livre déjà assez ancien dont le titre était, si j'ai bonne mémoire, Les mythes de Platon. Et je pense que c'est une façon tout à fait intéressante de rentrer dans sa pensée que de voir quels sont tous les lieux où Platon raconte un mythe. Pourquoi le fait-il? À quel moment? Et pour répondre à quelle question? C'est peut-être tout à fait éclairant. On pourrait faire une présentation de la pensée de Platon par les mythes qu'il introduit en philosophie. Le premier de ces deux dialogues, c'est le fameux dialogue du Ménon. Ménon étant un personnage de ce dialogue, qui dialogue avec Socrate, et c'est un esclave. Et Socrate l'interroge, et visiblement cet esclave ne connaît rien aux mathématiques. Il n'en a aucune pratique, il n'a rien acquis de la connaissance mathématique. Et Socrate se fait fort sans qu'il sache rien, à travers tout un dialogue, de faire démontrer à Ménon, qui n'est pas mathématicien, précisément une démonstration mathématique. Et Socrate en tire alors la conclusion que finalement connaître, c'est se souvenir de quelque chose que l'on a oublié. Ménon, en fait, connaît les mathématiques, puisqu'il a été dans le ciel des idées, mais il les a oubliées, le fameux thème de l'oubli que les néoplatoniciens développeront énormément, à cause du fait que son âme est tombée dans un corps, et donc la philosophie consiste à faire se ressouvenir de ce que l'on a oublié. Un thème là aussi tout à fait platonicien. Le monde de l'oubli, c'est le monde du corps, c'est le monde de la matière. Et le monde de la réminiscence, qui fait appel à une vie antérieure à l'union avec le corps, qui va d'ailleurs aussi se marier avec une théorie de la réincarnation, pour laquelle Platon est tout à fait enthousiaste. Certains disent d'ailleurs, notamment Émile Breillet, ce grand historien de la philosophie,
que ce thème de la réincarnation n'est pas du tout grec, qu'il est hérité de l'Inde, et que c'est introduit dans la pensée philosophique grecque par Platon, qui a notamment à travers ses voyages, contact, peut-être par l'Égypte, avec toute cette source de pensée qui voit le corps et la vie humaine et la mort comme un voyage, et avec une possible réincarnation pour revivre les choses, alors soit en mieux, soit en pire, bon, etc. On connaît bien cette vision chez Platon, mais ce qui m'intéresse ici, c'est ce point de vue de la réminiscence. Hein. Connaître, c'est se souvenir ou se ressouvenir d'une connaissance perdue que nous avions dans le ciel des idées. Et donc la philosophie, Platon le mettra en lumière notamment dans le Phédon, consiste à apprendre à se séparer du corps auquel nous sommes unis comme pour une peine, en raison d'une faute d'orgueil de l'âme qui fait qu'elle a quitté le ciel des idées, et donc elle est liée à la matière pour l'en faire baver, hein. Et il faut donc se libérer, c'est le rôle de la philosophie, qui est au cœur ici de l'éducation, de cette dépendance pour retrouver le ciel des idées si l'on vit bien. Bon. Et donc ici, cette vision très, très précise de Platon. Platon dit dans un de ses dialogues que la situation de l'âme liée au corps est comme celle de ce supplice que l'on imposait à des condamnés à mort. Et quand ils étaient condamnés, un supplice, que, si j'ai bonne mémoire, que Platon dit est un supplice étrusque, où l'on ligotait le condamné à un cadavre face à face, si je puis dire, par des liens qu'il ne pouvait en rien défaire, et jusqu'à ce qu'il soit meure, j'allais dire, par connaturalité avec le cadavre en face de lui, soit la corruption se faisant, les liens finissant par se distendre, et alors il pouvait éventuellement être libéré. Et on voit bien ici, hein, c'est assez glauque, disons, comme vision, mais Platon considère que c'est ça la situation de l'âme quand elle est liée au corps. Comme ce condamné est lié à un cadavre, et elle ne peut rien faire pour s'en débarrasser, eh bien l'âme est unie au corps qui est en fait un cadavre. Et donc chez Platon, il y a la vision du corps comme étant un corps extérieur. Hein. Or, quand est-ce que le corps est extérieur à l'âme? Quand il est mort. Quand nous sommes morts, il y a bien une séparation de l'âme et du corps. Et donc philosopher, c'est se séparer du corps auquel l'âme a été unie par une peine, et donc en fait par accident, c'est-à-dire ça ne fait pas partie de sa nature. L'âme est faite pour le ciel des idées. C'est ce qui séduira de façon évidemment très extérieure et très imaginaire en réalité, certains pères de l'Église qui trouveront chez Platon l'encouragement à penser que la vie chrétienne consiste à en baver sur la terre, et enfin la seule vie, ce sera celle du ciel, où on sera les âmes contemplant, non pas le ciel des idées, mais la très sainte Trinité, et évidemment une vision qui est tout à fait en réalité antichrétienne. C'est ce qui fera que saint Augustin en particulier dira « je ne peux pas rester platonicien si je veux être chrétien », parce que pour un chrétien, la matière n'est pas le mal. Le corps n'est pas mauvais, il est voulu par Dieu, il est foncièrement bon. Et donc, l'homme, âme et corps, est un seul être. Et c'est la mort qui est une rupture et un mal, et non pas l'union avec le corps. Pour un chrétien, la mort est un mal. Et elle est quelque chose qui est une peine. Ce n'est pas d'être uni à un corps qui est une peine, c'est de mourir. Et donc, il y a ici quelque chose qui fait que, mais bon, cela dépasse évidemment mon propos ici, mais on pourrait bien sûr faire une réflexion aussi sur de l'influence platonicienne dans la postérité. C'est le philosophe américain contemporain, disons du XXe siècle, Whitehead, qui dit que toute la pensée occidentale est une glose marginale de Platon. Et au fond, échapper à cette tyrannie du système platonicien, ce sont quelques cas très précis, et en particulier, nous le verrons, Aristote. Et donc, le réalisme totalement humain, qui ne veut rien exclure de la complexité humaine, est toujours une victoire de l'intelligence. C'est beaucoup plus facile d'être platonicien parce que c'est un schème. Et on comprend pourquoi certains se réfugient chez Platon, parce que c'est très confortable intellectuellement et très séduisant. Platon n'est pas un maître, mais un éveilleur, qui pose des quantités de questions, mais qui finalement trouve toujours une solution, si je puis dire, j'allais dire, apparemment géniale, très spirituelle, en réalité simpliste. C'est beaucoup plus difficile de respecter jusqu'au bout la complexité humaine en essayant de découvrir la vérité, que de faire au fond un schème où l'homme, c'est l'âme plus le corps, et puis tout ça cohabite comme on peut. Et ça, c'est évidemment une façon
que l'on entend souvent. Hein. Et je me souviens comme ça d'un professeur d'université disant que « Ah, vous voulez réfléchir sur la contemplation, mais c'est Platon ». J'ai dit « Non, c'est Aristote ». Et tout le débat est là. Et la vision de la contemplation comme étant platonicienne, c'est en réalité une vision esthétique. Alors, je ne développe pas ici, mais il y a ici à réfléchir. Le deuxième dialogue que je veux évoquer, comme cette période, on peut dire charnière, c'est cet immense dialogue qu'est le Gorgias, dont le sujet apparent est la rhétorique, mais dont on pourrait dire la pointe est en réalité le salut. Un dialogue qui s'intéresse au salut humain, c'est-à-dire donc qui réintègre une question morale, hein, puisque Platon, en fait, en parlant de la rhétorique, se demande s'il y a un usage moral de la rhétorique. Évidemment, il s'agit par rapport à cela de se démarquer des sophistes qui font de la rhétorique un outil pour l'illusion, donc pour le mensonge. Donc, mais y a-t-il donc... se pose derrière cette question la question de l'attitude morale dans l'usage de quelque chose. Et Platon, dans le Gorgias, pose la question ainsi en se demandant, et c'est le fameux mythe des îles des bienheureux que Platon développe dans le Gorgias, en disant que finalement, parce que les sophistes maintiennent l'illusion, les dieux ont finalement décidé à un moment que les hommes qui se présentaient pour être jugés avec le corps, dit Platon, en réalité arrivaient à faire illusion. Parce que l'un arrivait avec ses atours, l'autre avec sa parole, l'autre avec son apparence et sa beauté, l'autre avec ses colifichets et son maquillage. Et donc, évidemment, finalement, on pouvait avoir qui pénétraient dans les îles des bienheureux des gens qui en réalité n'étaient pas bons. Donc en réalité, Platon, quand il dit ça, évidemment, fait une espèce de description de la situation humaine en disant, mais il y a des gens qui paraissent bons, qui en réalité ne le sont pas, et d'autres qui paraissent sans intérêt ou qui ne nous séduisent pas, qui pourtant sont des trésors. Et on sait combien il dira ça à propos de Socrate dans le banquet. Il dira Socrate était d'une laideur repoussante, mais c'était comme ces souvenirs qu'on trouve dans les temples, dit-il. Hein. Donc il y avait déjà ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas que Lourdes où on trouve des Saintes Vierges en plastique qui chantent Ave Maria, mais il y avait des petits silènes qu'on trouvait dans les temples ou des petits dieux. Hein. Et Platon dit, alors on ouvrait la figurine qui était un espèce de satyre. Hein. Et Platon dit dans le banquet que Socrate a la tête d'un satyre, donc on voit bien ces figures grotesques. Bon. Et puis quand on ouvre la petite figurine en question, donc on met ça chez soi, sur sa petite commode, hein, à côté de la Sainte Vierge de Lourdes, et quand on ouvre ça, eh bien, il y a un dieu à l'intérieur, une figurine de Dieu. Et Platon dit ça, c'est Socrate. Socrate a un extérieur repoussant, mais c'est un dieu à l'intérieur. Donc on voit ici l'apparence, le visible et l'invisible, le réel. Le réel pour Platon, c'est l'invisible, c'est le ciel des idées, c'est le spirituel. Et dans le Gorgias, la question est celle du jugement. Et donc, les dieux décident que désormais les hommes seront jugés à leur mort, c'est-à-dire sans leur corps. Ce qui est évidemment un thème tout à fait grec. L'importance de la mort pour vérifier au terme d'une vie, on retrouvera ça chez tous les Grecs, finalement la vérité d'une personne. Et donc, c'est bien sûr derrière, il y a la question du héros, etc. Bon, avec ce thème très présent dans la pensée grecque de cet événement qu'est la mort. Mais ici, la question, c'est celle de la vérité. L'âme, séparée du corps, apparaît dans sa nudité, et donc on peut la juger pour savoir si elle est digne des bienheureux, ou bien si elle doit se réincarner ou aller dans le néant. Et donc, le thème du salut dans le Gorgias et du jugement, et Platon pose cette question tout à fait intéressante: est-ce que la façon dont nous vivons, les choix que nous faisons, de nous mettre à l'école des sophistes ou de la vraie philosophie, ceci a-t-il des conséquences, non seulement pour cette vie, mais pour notre destinée ultime? Et Platon dit oui, bien sûr, en disant qu'il faut pratiquer la philosophie pour se rendre digne d'un jugement qui nous permettra d'entrer dans les îles des bienheureux. Et Platon fait ici toute une comparaison avec beaucoup d'humour d'ailleurs. La vraie philosophie, c'est une bonne cuisine par rapport à la très mauvaise cuisine des sophistes qui font une rhétorique épouvantable qui maintient l'illusion. Et de même, le parallèle entre la philosophie et la gymnastique comme un exercice pour se préparer à la mort.
Et puis, donc voilà, hein, et je lis le Gorgias ici avec un des grands dialogues de la maturité qui est de Platon, qui est bien sûr le dialogue du Phédon, hein, où Platon va creuser cette question, non plus seulement sur une question pratique, est-ce que notre vie a une conséquence dans notre destinée au-delà de la mort, mais qu'est-ce que c'est que la mort, et qu'est-ce que c'est que quelle est notre destinée, hein, j'allais dire d'une façon spéculative, c'est-à-dire plus seulement est-ce que notre pratique a une conséquence, mais qu'est-ce que c'est que la mort et la vie au-delà de la mort, c'est le dialogue du Phédon, hein, dont le thème est l'immortalité de l'âme ou son incorruptibilité. Hein, j'ai déjà dit dans un cours précédent que le Phédon commence par cette commémoration de la mort de Socrate, qui prend la ciguë, c'est ainsi que le dialogue du Phédon commence. Platon vient de boire la ciguë et se prépare à la mort. Et donc c'est un dialogue qui si je puis dire, se déroule de l'instant où Socrate prend la ciguë jusqu'à l'instant où il quitte cette vie. Et donc Socrate, hein, Platon montre Socrate en train de disserter avec ses disciples sur la vie après la mort, l'immortalité, etc. Et la manière dont la mort, c'est cette mise à part de l'âme et du corps et de l'âme qui retrouve sa véritable vie. Alors ceci prépare le dialogue dont on peut dire que c'est peut-être l'œuvre la plus magistrale de Platon, c'est le fameux dialogue de la République, dont le thème initial est la justice et bien sûr, par conséquent, la politique. Je situe brièvement ce dialogue et puis je m'arrêterai très succinctement sur finalement l'acquisition essentielle de la République. La République, c'est donc ce dialogue où Socrate commence par s'interroger sur ce que c'est que la justice et pose cette question dans le livre 1 de la République. A-t-on toujours intérêt à agir d'une façon juste, ou finalement la justice est-elle le droit du plus fort? Dans un dialogue avec des sophistes, notamment Calliclès, Prodicos, etc. En tout cas, l'allusion à des positions philosophiques de son époque tout à fait précises. Et donc Socrate pose la question, qu'est-ce en réalité que la justice? Et tout le dialogue, en réalité, c'est le fil conducteur du dialogue de la République. Avec d'abord cette première recherche, si l'on veut voir ce que c'est que la justice, il faut distinguer la justice dans l'âme, nous retrouvons le thème de l'âme, et la justice dans la cité. Dans la cité, elle est inscrite en grandes lettres, dans l'âme en petites lettres. Il faut donc, et c'est là, j'allais dire, le stratagème dont Platon se sert, il faut regarder ce que c'est que la justice dans la cité pour ensuite la voir dans l'individu, ce qui signifie pour Platon qu'il y a donc un passage univoque de l'individu à la cité. Et pour quelle raison? Parce que pour Platon, la cité n'est pas autre chose qu'un agrégat d'individus unis par nécessité. Ce qui comporte évidemment ici une conception de la communauté politique. Nous verrons en abordant la pensée d'Aristote qu'Aristote aura une toute autre approche de ce que c'est que l'action politique. L'action politique ou la cité pour Aristote ne sera pas un agrégat d'individus, mais une coopération en vue d'un même bien. Pour Platon, c'est par nécessité que nous sommes les uns avec les autres. Et pour quelle raison? Mais précisément parce que nous avons un décor. Et donc, excusez-nous, mais on se retrouve les uns à côté des autres dans le métro, et il faut bien arriver à cohabiter. Par nécessité, nous sommes ensemble. L'un fait des chaussures, l'autre cultive la terre, l'autre garde la cité. Il va falloir établir une justice pour que tout ça fonctionne à peu près et qu'on ne soit pas dans une jungle où les gens s'entre-dévorent les uns les autres. On trouve déjà des thèmes qui seront évidemment développés de façon très très poussée dans certaines philosophies modernes, avec les fameuses théories du contrat social, etc., chez Hobbes, Locke, Rousseau et tout ça, mais qui en fait reprennent des thèmes platoniciens. Est-ce que nous sommes unis dans des communautés humaines parce qu'il y a un bien possible que nous pouvons acquérir ensemble et que nous n'acquérons pas autrement? Ou bien, les individus sont-ils juxtaposés par nécessité? Il faut donc établir des rapports de justice pour que les choses puissent se vivre dans une harmonie la meilleure possible et une unité la plus parfaite possible.
ce schème de la communauté comme unité, c'est platonicien. Pour Aristote, c'est une question secondaire. Il dira que Platon est abouti à de grandes erreurs parce qu'il veut avant tout l'unité. C'est un thème, là aussi, très intéressant à développer. Mais je n'ai pas le temps de tout développer. C'est plutôt pour donner à ceux qui peuvent suivre ce cours à distance le goût et le désir de découvrir l'œuvre de Platon et de s'y plonger. Il faut lire Platon, il faut avoir lu l'œuvre de Platon et réfléchir à partir des grandes questions qu'il soulève. Donc, dans l'individu, c'est une petite lettre, c'est trop compliqué à voir. Regardons d'abord dans la cité. Qu'est-ce que la justice ici? C'est d'abord, dit Platon, que chacun soit à la place que la nature lui a désignée, c'est-à-dire à la place que le corps auquel il a été uni lui a donnée. Certains, dira Platon, et c'est dans la République qu'il y a ce mythe, le mythe des races chez Platon et dans la République. Certains ont des corps de bronze, d'autres des corps d'argent, d'autres des corps d'or, d'autres des corps de fer, donc ils ont des corps plus ou moins nobles, et en fonction de ça, ils sont dans une classe précise de citoyens ou de non-citoyens d'ailleurs. La classe des paysans et des artisans, la classe des gardiens et la classe des gouvernants. Et Platon dira, c'est à cause du corps. Ils ont un corps de telle nature, et l'éducation va consister, en tout cas pour le philosophe, dira Platon, à lui enlever les masses de plomb qui l'alourdissent encore un peu pour qu'il ait les ailes qui sont ceux de sa nature et qu'ainsi il puisse s'élever vers les idées et gouverner la cité. C'est tout le thème de l'éducation du philosophe dans la République qui est très développé, et où la question est celle de justement bien comprendre où on se situe. Et donc Platon dira la justice, c'est la vertu clé, qui fait que chacun est à la place que la nature lui donne. La vertu des artisans et des paysans, c'est la tempérance. Il ne faut pas trop qu'ils mangent, puisqu'ils doivent produire la nourriture des autres, et donc il faut qu'ils soient des gens modérés. Puis évidemment, chez un grec, la peur de la foule. Donc il faut que les artisans et les commerçants et les producteurs soient des gens modérés. Les gardiens, évidemment, leur vertu, c'est le courage. Quant aux gouvernants, leur vertu dominante, c'est la prudence que Platon ne distingue pas de la sagesse. Prudence et sagesse, pour Platon, sont la même chose, puisque c'est dans la contemplation des idées que le gouvernant trouve la source de ses décisions pratiques. C'est quelque chose qui est au cœur de la République. Le philosophe roi, Platon développe ça dans le livre 8 de la République, si j'ai bonne mémoire. Le philosophe roi est celui qui, ayant contemplé le ciel des idées, donc c'est ce qu'il appelle la sagesse, a la vertu pour gouverner et doit imposer aux autres, par tous les moyens, dira Platon, en faisant des lois, les mœurs que ses concitoyens doivent avoir. Et Platon prend l'exemple d'un peintre qui doit appliquer les couleurs sur une toile et qui, dit Platon, commence par nettoyer la toile avant d'appliquer les couleurs. De même, le gouvernant, avant d'appliquer les couleurs, c'est-à-dire de faire des lois, doit nettoyer la toile, c'est-à-dire la cité, des indésirables qui empêcheraient que les couleurs soient appliquées correctement. Et Platon justifie ainsi le meurtre, l'ostracisme, l'exil politique, la saisie des biens, etc., pour que, dit-il, ayant mis de côté tous ceux qui risquent de s'opposer au projet politique du philosophe roi, nous puissions, le philosophe roi puisse, par la législation, façonner les mœurs de ses concitoyens. Il y a ici une définition parfaite de la tyrannie. Donc, on voit bien que Platon dit la justice, c'est la vertu clé parce que c'est l'équilibre de ces classes de citoyens. Je souligne simplement au passage que la vertu clé chez Aristote, ce sera non pas la justice, mais la prudence, l'intelligence pratique. Et la justice est une vertu morale, certes, mais elle n'est pas la vertu principale. Et donc on voit bien ici un débat tout à fait intéressant. Je dirais volontiers qu'une philosophie marquée par l'univocité s'arrête sur la justice. Une philosophie qui est commandée par l'analogie met en lumière la prudence. Et c'est la grande différence de cette conception politique d'Aristote et de Platon.
Donc par le fait même, dit Platon, la justice dans l'individu, c'est, comme c'est l'équilibre des classes dans la cité, dans l'individu, la justice, c'est l'équilibre de toutes les puissances qui sont les siennes. Le concupiscible, l'irascible, la volonté et l'intelligence. Donc l'individu ordonné. Mais ordonné de quelle façon? Alors c'est la deuxième approche de la justice qui apparaît dans la suite de la République. C'est non plus seulement un équilibre des différentes facultés ou des différentes classes de citoyens dans la cité, mais la justice doit être le reflet du monde idéal. Elle est dans la cité, où les hommes sont unis à des corps, c'est dans ce monde matériel, le reflet du monde idéal, des idées et du bien en soi. Donc Platon a ici deux approches de la justice. Une vision, j'allais dire presque pragmatique. La justice, c'est l'équilibre de tous, pour l'unité et, si possible, une cité où chacun trouve sa place. Platon dit explicitement, ça ne m'intéresse pas qu'un homme soit heureux. Ce que je veux, c'est que la cité tout entière soit bien. Donc, nous sommes des éléments d'un tout. Mais on réinterroge Socrate, mais enfin ça ne suffit pas, parce que où est-ce qu'on va trouver cette conception de la justice? Alors Socrate dit, et on sait combien ce sera critiqué, eh bien il faut contempler le bien en soi, et la justice, ce sera le reflet de ce monde idéal, contemplé par le philosophe, traduit dans la cité. Donc par la législation, le philosophe va gouverner selon la justice, établir la justice. Je vous ai lu la dernière fois la lettre 7, où Platon dit textuellement, ou la fois précédente, que Platon dit textuellement, je fus amené à penser que les cités seront mal gouvernées tant que le philosophe ne sera pas roi, ou que les gouvernants ne seront pas philosophes, de façon à établir dans la cité une justice qui soit le reflet de ce monde idéal qu'il contemple. Il y a ici on pourrait dire le nœud de la République de Platon, qui dit d'ailleurs, et il dit explicitement que c'est la chose la plus difficile à accepter quand il dit cela, c'est que le philosophe soit le roi. Platon, dans la République, énonce ce qu'il appelle trois vagues, qu'il faut, comme si nous naviguions. Alors, il y a trois vagues à franchir, comme s'il y avait trois tsunamis, et une fois que ces vagues sont franchies, qu'elles sont acceptées, eh bien peut-être on pourra envisager une cité idéale. Bon, ces trois vagues sont le communisme des biens, le communisme des femmes et des enfants, et le philosophe roi. Et il dit que c'est celle-ci, la troisième, qui est la plus difficile à accepter. Le philosophe roi, c'est donc celui qui doit être éduqué. Il a un naturel philosophe, parce qu'il est tombé dans un corps qui permet cela. Platon, évidemment, fait allusion au fond, le sort de notre naissance. Certains hommes naissent favorisés, c'est ça qu'il constate en réalité. Et il faut qu'ils aient une éducation qui favorise ce naturel et élimine les masses de plomb, encore une fois, qui risquent d'alourdir leurs ailes. Et donc il faut que le philosophe soit éduqué pour pouvoir gouverner. On voit ici cette vision chez Platon du lien entre la connaissance et la politique. Alors, on connaît bien, et je ne fais que mentionner ça rapidement, parce que à soi seul, ça demanderait un cours tout entier. Un thème majeur, évidemment, de la République, nous avons évoqué ça à propos déjà du Ménon, c'est comment alors parvenir à la connaissance du bien en soi. Donc, il y a chez Platon une épistémologie, une théorie de la connaissance tout à fait précise, très importante, qu'on découvre dans le livre 6 de la République et dans le livre 7, qui traduit cela sous forme d'une allégorie bien connue, la fameuse allégorie de la caverne, qu'il ne faut jamais séparer du livre précédent, au livre 6, où Platon a exposé, dans la fameuse théorie de la ligne, sa conception des degrés de la connaissance. Et où il expose ces quatre niveaux. Il dit, figure-toi une ligne coupée en deux parties inégales, puis chacune de ces parties est elle-même coupée de façon inégale. Et alors il y a quatre niveaux. Le niveau du reflet, le niveau de la réalité sensible, le niveau des choses mathématiques et le niveau philosophique qui est celui des formes en soi et de la dialectique. Et Platon expose ainsi sa conception de la connaissance. Et dit d'ailleurs à ce sujet, cette chose très précise, la dialectique, c'est la philosophie, qui se définit donc par cette méthode qui est la sienne. Qu'est-ce que la philosophie? C'est penser selon la dialectique des formes. Donc Platon
définit la philosophie non pas par un objet que l'on cherche à connaître, mais par une méthode que l'on pratique. Philosopher, c'est pratiquer la méthode dialectique et s'élever à la théorie des idées. Par cette dialectique. Avec cette vision que Glaucon interrogeant Socrate, Socrate dit dans La République que finalement le ciel des idées est commandé par le bien en soi, qui est comme le soleil du monde intelligible. Alors Glaucon dit à Socrate, c'est bien gentil, mais tu fais une métaphore. Tu ne dis toujours pas ce que c'est que le bien en soi. Et Socrate répond, il faut bien t'en contenter, c'est comme ça. Donc on voit bien comment Platon ébauche une exposition philosophique de l'organisation du monde des idées tel qu'il le conçoit. Et puis dans le livre 7, cette vision de l'élévation à la contemplation des formes en soi est traduite sous cette allégorie de la caverne. Les hommes, dans leur situation, quand ils sont dans la cité, sont comme des prisonniers enchaînés au fond d'une caverne, parce que liés à leur corps, ils sont tournés vers les choses sensibles, et la vérité philosophique consiste à les détourner du fond de la caverne, c'est-à-dire de ce monde d'ombre, pour se tourner vers le monde véritable, quitter le monde visible, apparent, pour se tourner vers le monde intelligible, réel, spirituel, invisible mais réel, qui est, et de monter vers le ciel des idées, vers ce soleil qui, en réalité, éclaire les véritables réalités dont le monde sensible n'est qu'une ombre ou un reflet. On retrouve ce que j'ai évoqué, cette fameuse théorie des 4 niveaux de connaissance. Le reflet, c'est pour Platon l'expérience sensible. Puis les réalités sensibles elles-mêmes, puis les connaissances mathématiques, puis le ciel des idées. Donc, je ne développe pas plus, cette allégorie de la caverne est bien connue. Normalement, tout élève de terminale normalement constitué a été obligé de lire ce texte pour préparer son bac. Peut-être ceci n'existe-t-il plus, mais ça fait partie des textes obligatoires de la connaissance de la pensée grecque. Et donc, Platon dira ensuite que le philosophe qui s'est élevé jusqu'à la connaissance du monde intelligible, du soleil intelligible, du monde des idées, doit ensuite redescendre dans la caverne, chargé d'une mission en réalité, mais qui lui coûte cher, d'une mission qui consiste à contraindre ses concitoyens à se détourner des choses apparentes pour se tourner vers les choses réelles. Et ce que Platon expose donc ensuite, de façon très concrète, au livre 8, comme je l'ai évoqué, où le philosophe doit gouverner, il est le roi, qui doit redescendre dans la cité et imposer à ses concitoyens des lois qui sont calquées et formulées selon le ciel des idées. J'évoque enfin, pour parler de cette période, on pourrait dire de la grande maturité de la vision platonicienne, le dialogue du banquet, qui me semble aussi très important. Parce que, alors, est-ce qu'il est écrit avant la République ou après? Enfin, voilà, peu importe, mais là aussi, nous avons un des grands sommets de la pensée de Platon. Le thème du banquet, nous le savons bien, c'est le thème de l'amour. La mise en scène, c'est quelques convives rassemblés pour un banquet. Et au cours de ce banquet, chacun est invité à faire un discours au dieu amour, Eros. Donc on a ces visions successives, le poète, le médecin, l'homme de comédie, etc., Aristophane en particulier. Et le but étant évidemment que Socrate, qui est un des convives de ce banquet, expose lui aussi en philosophe sa conception de l'amour. Et Socrate se rapporte alors à une initiation qu'il a reçue d'une prêtresse, Diotime, dans le sanctuaire de Mantinée, qui lui a, sous forme d'un mythe, raconté la naissance de l'amour. L'amour qui naît de pauvreté et d'expédient, de peña et poros, peña la misère, la mendiante, et poros l'expédient, le dieu des solutions pratiques. Et Socrate expose ainsi que Eros est un demi-dieu, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que c'est le moteur pour Platon de cette dialectique ascendante qui nous fait quitter l'amour du corps pour passer ensuite à la vision des corps, et donc de passer du singulier à l'universel, puis de là passer à l'âme, et enfin s'élever jusqu'au ciel des idées pour produire des discours philosophiques, des œuvres d'art, etc. Et donc Platon dira que l'objet de l'amour, ce n'est pas le bien,
et c'est d'enfanter dans le beau, et de produire un discours digne de la vérité de l'amour. Donc, autrement dit, le thème du banquet est exposé dans le banquet lui-même, puisque chacun fait un discours sur l'amour. Qu'est-ce qui permet de faire un discours sur l'amour? L'amour. Puisque c'est enfanté dans le beau. Et qui le pratique, ce discours? C'est Socrate. C'est pour ça que le dialogue se termine par un portrait de Socrate, que j'évoquais tout à l'heure, d'une apparence repoussante, celle d'un satyre, et pourtant un Dieu à l'intérieur qui ne fait que dire la vérité. Bon, et on voit bien, donc Platon donne ici une lumière très intéressante sur le rôle de l'amour, qui n'est pas l'amour d'une personne. Il ne s'agit pas de l'amour filia qui ira chez Aristote, mais de ce dynamisme interne de l'âme qui l'a fait quitter le sensible pour s'élever jusqu'au ciel des idées. Donc l'amour, ce dynamisme interne, cette orientation vers. Il y a bien sûr ici une première intuition, on pourrait dire peut-être, de l'orientation vers la cause finale, mais vue sous le point de vue tout à fait esthétique. L'amour qui tend vers le beau et qui permet d'enfanter dans le beau. Il y a donc ici toujours le même thème. Donc on pourrait dire, chez Platon, je dis philosophe de l'âme et l'immortalité, le phédon, l'âme et la justice, la république, l'âme et l'amour dans la dialectique, le banquet, etc. Alors je conclus très rapidement à ce bref parcours dans l'œuvre de Platon en évoquant très brièvement les dialogues de la fin de sa vie. Je mentionnerai simplement 2 dialogues qui sont peut-être les plus accessibles et les plus qui nous permettent le mieux de préciser ce que cette dernière période a été pour Platon. Le dialogue du Parménide, où Platon met en scène Socrate dialoguant avec Parménide, ce qui est tout à fait important, et dans laquelle un intervenant jeune est présent, dont le nom est Aristote. Beaucoup d'historiens disent qu'il ne s'agit pas d'Aristote. Pourquoi ne s'agirait-il pas d'Aristote? Puisqu'il est présenté dans le dialogue du Parménide comme ayant 18 ans. Or, Platon a écrit le Parménide après son dernier échec politique, et c'est à ce moment qu'il rencontre l'Aristote réel qui est arrivé à l'Académie en son absence. Bon. Et donc pourquoi pas? Et ce dialogue du Parménide, en fait, soulève une question. Y a-t-il réellement des idées de toute chose? Y a-t-il le cheveu en soi? Y a-t-il la crasse en soi? C'est la question posée par Socrate. Autrement dit, une critique de la théorie des idées sur laquelle Platon a fait reposer toute son argumentation dans les dialogues de la maturité. L'âme doit quitter le corps pour se vers le ciel des idées, la République. L'âme doit s'élever au-delà du sensible pour, grâce à Eros, trouver le bien en soi. L'âme doit renoncer au corps et s'exercer à mourir, le phédon, etc. Or, dans le Parménide, on doute de la réalité des idées pour toute chose. Car s'il n'y a pas des idées de toute chose, alors comment expliquer la crasse et le cheveu? Et comment connaissons-nous des réalités à partir du sensible? Il y a chez Platon, dans le dialogue du Parménide, une première ébauche d'une démarche inductive, c'est-à-dire, partant du sensible, nous nous élevons à une compréhension plus profonde des choses. Non pas en écartant le sensible, mais en découvrant de l'intérieur ce qui fait l'unité de réalités diverses. Il s'agit ici des liens entre l'un et le multiple, thème évidemment, nous l'avons vu, tout à fait présent chez Parménide, puisque le monde sensible est le monde du multiple, et que le monde de l'être est le monde de l'un. L'être est un, inengendré, sphérique, séparé de toute chose, c'est dans Parménide, et nous retrouvons ça chez Platon. Et donc on voit bien l'ébauche, à travers l'un et le multiple, d'une connaissance de l'universel à partir du singulier. Ce qui est bien une première approche d'une démarche inductive et non pas d'une opposition dialectique entre le sensible et l'intelligible. Il y a donc ici une première, peut-être, on pourrait dire une forme de réconciliation de Platon avec toute une part de l'être humain qui ne peut pas être écartée comme étant sans intérêt pour le philosophe. On pourrait le formuler ainsi. L'expérience sensible a-t-elle quelque chose à nous apprendre pour la connaissance de l'intelligible? Et le deuxième dialogue que j'évoque évidemment là aussi très rapidement, c'est un monde immense et qui d'ailleurs a été commenté
à de très nombreuses reprises, jusque dans la période médiévale, le dialogue de Timée. Il y a des commentaires du Timée extrêmement abondants, dont le thème est la création du monde par le démiurge, et notamment la manière dont l'âme, s'inscrivant dans un corps, pourtant en reçoit quelque chose par la connaissance sensible. Il y a ce fameux discours du Timée tout à fait étonnant, où on parle d'abord de corps qui sont d'abord sphériques et qui roulent par monts et par vaux, hein, et puis tout d'un coup poussent à ces corps sphériques, hein, un nez et des oreilles qui fait qu'ils ne roulent plus tout à fait très bien. Et donc il faut bien que leur pousse un cou, puis des bras, puis des jambes. Et donc Platon a une vision dans le Timée de l'apparition du corps humain, évidemment de façon très fantasmagorique, mais qui intègre dans l'être humain la part de la connaissance sensible de la vie végétative. Et Platon a dans le Timée une première approche anthropologique avec une fameuse séparation, hein, des degrés de vie. L'intelligence réside dans la tête, hein, le thorax est le lieu de l'irascible et de la force, et tout ce qui se trouve en dessous du diaphragme, évidemment, on ne doit même pas trop en parler, c'est tout ce qui est la nutrition et la fécondité, enfin, c'est la vie végétative. Et donc, Platon reprend les degrés de vie en les séparant, en voyant le corps dans une forme de tripartition, hein, et donc aussi une tripartition de l'âme spirituelle, l'âme sensible et l'âme végétative, hein, qui sont comme trois âmes, et donc est-ce qu'elles peuvent cohabiter, etc. Bon. Et dans le Timée, il y a aussi une cosmologie, donc une vision de l'ordre de l'univers, façonnée par le démiurge, qui prend la matière qui est donc qui existe, qui coexiste d'emblée, hein, et qu'il façonne comme un artiste en la modelant selon les idées qu'il contemple. Une vision artistique qui sera reprise notamment dans la théologie chrétienne, par exemple chez Thomas d'Aquin, mais en critiquant la vision purement artistique de la création. Dieu créateur agit comme un artiste, mais pas comme le démiurge, parce que la matière elle-même n'est pas... elle dépend de Dieu, elle est créée, et elle n'est pas une matière dont on se sert pour faire des formes nouvelles. Donc, j'allais dire, qualité et limite de l'analogie de l'artiste pour parler de la création. C'est chez Platon que ce thème apparaît dans le Timée. Donc, mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on voit bien que Platon réintègre, du point de vue d'une vision de sagesse, une certaine place pour la matière qui, tout en étant la cause errante, cependant existe et que le démiurge la façonne pour réaliser les choses. On voit donc bien une forme chez Platon de critique de sa pensée et peut-être un effort d'essai de réintégration, hein, de ce qu'il avait d'abord mis de côté dans ce dualisme très caractéristique de sa pensée. Alors voilà quelques approches de la vision platonicienne. Et nous pourrons ainsi peut-être entrer dans l'œuvre de Platon, et la fois prochaine nous commencerons à aborder celui qui a été à son école pendant 20 ans et que Platon lui-même appelait le liseur ou la tête de l'école, à savoir Aristote.